Les hommes n'ont jamais été autant menacés par les eaux. Depuis plusieurs années, le changement du climat intensifie les précipitations et augmente dramatiquement les risques d'inondation. Toute la France est concernée. Mais c'est à Paris que les conséquences seraient les plus catastrophiques. Aujourd'hui, une crue amplifiée par le réchauffement climatique pourrait littéralement engloutir la capitale. La crue, c'est la crise à la fois la plus complète et la plus complexe à gérer, car elle va toucher des centaines de milliers, voire des millions de franciliens. On est vraiment là sur des enjeux qui dépassent tout ce qu'on a pu connaître sur le territoire national depuis la Seconde Guerre mondiale. Car Paris a déjà connu une crue majeure en 1910. Elle avait paralysé la capitale durant plusieurs mois. Face au risque persistant de cette montée des eaux dévastatrice, les acteurs de terrain sont en alerte permanente. Il va falloir probablement fermer le périphérique. Ça va être la course contre la montre. Le but, c'est de remettre en fonctionnement le RER le plus vite possible. Mais le dérèglement climatique menace aussi les 6000 km de côtes françaises. Submersion, disparition des plages. Les habitants du littoral sont en première ligne. On va avoir une vague déferlante à la manière d'un tsunami. Vous imaginez, en 10 ans, on perd 30 mètres. En 20 ans, on a perdu la plage, quoi. Il n'y a plus rien. Aucune commune n'avait connu la perte de 20% de son territoire du jour au lendemain. Du coup, les ingénieurs redoublent d'innovation pour protéger les populations de l'imminente menace. Avec l'atténuateur de houle, ça a été très clair, on a gagné 15 mètres de plage en 3 ans. C'est des maisons qui sont posées sur le sol, comme toute maison traditionnelle. Mais si un jour l'eau arrive sur ce terrain, la maison va pouvoir s'élever. Mais combien de temps nous reste-t-il encore avant qu'il ne soit trop tard? En 2100, on estime que le niveau de la mer aura augmenté probablement autour d'1 mètre. Et combien de piqûres de rappel faudra-t-il avant que nos mentalités et nos comportements changent? C'est très difficile de dire qu'au XXIe siècle, les fleuves peuvent encore déborder. Contre la mer, je ne pense pas qu'on puisse lutter. Je pense qu'il vaut mieux essayer de s'adapter, de comprendre son mode de fonctionnement. Face à l'arrivée d'un véritable déluge, vous allez découvrir comment la France se prépare et quelles technologies réussiront à nous protéger de la catastrophe. Toute la France est menacée par les inondations. Mais le site le plus vulnérable, c'est l'Île-de-France, la première mégalopole française, un gigantesque centre urbain où vivent 12 millions de personnes. L'Île-de-France, c'est 2% du territoire, mais 20% de la population française, 28% de l'activité économique. Donc tout ce qui touche Paris a forcément un impact plus important que nulle part ailleurs en France. Sur ce territoire ultra-dense, le risque numéro 1, c'est une crue de la Seine. Les répercussions seraient phénoménales. En la matière, la référence reste la crue de 1910. On sait qu'une crue de type de celle de 1910 toucherait environ 400 000 foyers, c'est-à-dire 800 000 personnes qui auraient en Île-de-France les pieds dans l'eau. Environ 1 500 000 privés d'électricité et 1 300 000 privés d'eau potable. Une crue aux conséquences inégalées, et notamment à cause de l'ampleur des dégâts. L'inondation va en fait créer une panne généralisée. Et cette panne généralisée va peu à peu paralyser la vie quotidienne et la vie économique. On sera aujourd'hui à 30 milliards d'euros de dommages à 48 heures. On est vraiment là sur des enjeux qui dépassent tout ce qu'on a pu connaître en réalité sur le territoire national depuis la Seconde Guerre mondiale. Le problème de Paris, c'est qu'entre les carrières, les égouts et les transports en commun qui ont été construits, le sous-sol est devenu un vrai gruyère. Et l'eau s'y propage à la vitesse d'un TGV. On a construit des tas de tuyaux et de canalisations pour accueillir aussi bien nos réseaux d'égouts, d'évacuation des eaux pluviales, que les transports en commun, les gaines d'électricité. Autre caractéristique du territoire, avant le développement de Paris, la Seine occupait une surface beaucoup plus grande. Résultat, quand l'eau monte aujourd'hui, ces anciens affluents grossissent. Sous Paris, vous avez de l'eau en permanence, en gros depuis la gare de l'Est jusqu'à la gare Montparnasse, qui fait que même si aujourd'hui tout a été remblayé, les connexions hydrauliques se font dès que la Seine remonte, elle alimente cette nappe. En se propageant dans les sous-sols,
l'eau neutralise instantanément toutes les installations qui s'y trouvent. On ne sait pas faire fonctionner l'électricité quand il y a de l'eau. Et à partir du moment où l'électricité s'interrompt, eh bien vous avez tous les autres réseaux, réseau de transport, réseau de chauffage urbain, réseau d'assainissement, d'eau potable, qui finissent par s'arrêter progressivement. Or, dans notre quotidien, nous dépendons plus que jamais de la technologie. Aujourd'hui, on n'habite pas là où on travaille, on ne travaille pas là où on consomme, on ne consomme pas là où on va se détendre. Juste un exemple, le quartier de la Défense n'est pas situé en zone inondable. Mais comme pour y aller, il faut des métros, des RER ou des routes qui sont inondées, ça veut dire que le quartier de la Défense va dysfonctionner simplement parce qu'on ne pourra pas s'y rendre. Si la capitale est un goulet d'étranglement, la Seine, elle, s'étend sur plus de 200 km. Avec ses affluents, la Marne, l'Yonne et l'Aube, elles forment en Île-de-France un réseau hydraulique dense. Le danger, c'est qu'on a énormément construit au bord de ces fleuves, et notamment en zone inondable. On a un étalement urbain qui s'est propagé et on a privilégié les bords de fleuves parce que d'abord c'était pratique puisqu'on y avait installé des voies de communication et puis parce que c'est très agréable d'avoir une vue sur un cours d'eau. Donc on a densément occupé les zones inondables. Aujourd'hui, les limageurs de la Seine et de la Marne à Paris et dans les 3 départements de la Petite Couronne sont urbanisés à 95%. Il faut donc rester constamment en alerte, d'autant qu'il est très difficile d'anticiper. Si les crues de la Seine sont plutôt lentes, permettant de voir les inondations arriver, certains affluents sont plus imprévisibles. On a un petit problème sur ce bassin, c'est qu'on a aussi des fleuves qui, eux, sont juste en amont de Paris, qui sont beaucoup plus courts et beaucoup plus pentus, en particulier l'Yonne, où là, en fait, il suffit d'un orage localisé qui reste un peu longtemps sur ces cours d'eau pour que l'eau monte très vite. Si l'Yonne est en crue, 48 heures plus tard, c'est dans Paris que ça déborde. Et face à cette menace, l'Île-de-France est fragile. En janvier 1910, des pluies torrentielles s'abattent sur la région parisienne. Les nappes phréatiques sont saturées et les sols gelés n'absorbent plus. Le niveau de la Seine se met alors dangereusement à monter. On est juste après l'exposition universelle. Paris, c'est la ville lumière. On est en plein milieu de la Belle Époque. Donc voilà, c'est l'archétype de la modernité. Donc les Parisiens sont persuadés qu'entre l'électricité, le gaz de ville, le téléphone qui arrive dans les maisons, l'air comprimé qui fait fonctionner les ascenseurs, on est dans une ville moderne. Ça ne peut pas arriver. Ils sont à l'abri. Peu à peu, les seuils d'alerte sont atteints, puis dépassés. Jusqu'à la hauteur record de 8,62 mètres. Pour la première fois, le zouave du pont de l'Alma est utilisé comme repère du niveau du fleuve. Il l'est toujours aujourd'hui. En 1910, il a de l'eau jusqu'aux épaules. La Seine sort de son lit. Elle va déborder dans les rues, elle va déborder aussi dans les réseaux souterrains, notamment dans le métro qui est en construction. Il faut imaginer, donc Paris s'est transformé en une sorte de Venise, sauf que l'eau, elle sent mauvais, c'est pas très propre. Et donc peu à peu, en fait, la vie s'arrête. Pendant 8 jours, l'eau ne cesse de monter. On enregistre le plus haut débit jamais relevé. 2600 mètres cubes par seconde contre 300 en temps normal. Considérer qu'un mètre cube, c'est une dizaine de baignoires. Donc globalement, le débit d'Acru 1910 de 2600 mètres cubes par seconde correspond à 26 000 baignoires qui passeraient sous le pont d'Austerlitz en 1 seconde. Il faudra encore attendre 2 mois pour que le fleuve retrouve un débit normal. Contre toute attente, Paris ne déplore qu'une seule victime. Aujourd'hui, les experts du climat sont très inquiets. Selon eux, l'intensité et la fréquence des précipitations a augmenté au cours des dernières années en Europe. Une progression qui serait directement liée au réchauffement climatique. Pour 1 degré, par exemple, de réchauffement, c'est 7%, 10% de précipitations en plus. Donc si on se projette sur des réchauffements de 2 à 4 degrés d'ici la fin du XXIe siècle, ça fournit quand même des précipitations qui sont plus importantes. On va avoir probablement des épisodes plus intenses et plus violents, mais plus rares. Ainsi, en juin 2016 et janvier 2018,
la capitale est frappée par 2 nouvelles crues d'une violence exceptionnelle. Des centaines de milliers de franciliens les pieds dans l'eau. La Seine a atteint ce soir les 6,07 mètres, un record depuis 30 ans. Serait-ce déjà un signe des effets du changement climatique ? Face à cette menace imminente, la capitale doit rester constamment en alerte. Elle a donc renforcé son système de prévision des crues qui datait du 19e siècle et que l'on devait à l'ingénieur français Eugène Belgrand. Il a fait installer des sondes un peu partout sur le bassin qui lui permettaient d'annoncer à Paris les niveaux qu'il y aurait. En janvier 1910, ils ont été capables d'annoncer à 24 heures près les niveaux qu'il y aurait le lendemain avec une marge d'erreur de 20 à 30 cm. Ce qui pour l'époque est quand même une prouesse assez énorme. Depuis, les techniques se sont modernisées. Les informations sont désormais relevées par des machines qui surveillent la Seine en temps réel. Ces données sont ensuite traitées par Vigicru, le service de prévision des crues. Pour réaliser son travail de prévision, Vigicru s'appuie sur un réseau de plus d'une centaine de capteurs, ce qu'on appelle des stations hydrométriques, sur lesquelles on va pouvoir mesurer le niveau du cours d'eau et lui associer un débit, donc une quantité d'eau qui passe en un temps donné sur ce point. Ces capteurs mesurent le niveau en continu. Nous partons avec une équipe d'intervention pour découvrir ce réseau. Il faut vérifier que les capteurs ne sont pas endommagés. On a relevé les sondes pour s'assurer qu'il n'y ait pas dessus des sacs plastiques, des morceaux de bois qui seraient coincés dessus, auquel cas on prendrait beaucoup de parasites sur la mesure de vitesse. Les mesures enregistrées sont transmises automatiquement à la cellule centrale à Paris. Ici, les experts les analysent et y ajoutent les prévisions pluviométriques fournies par Météo France. La pluie n'est pas encore tombée, mais les prévisions que nous donne Météo France, on est en mesure d'en déduire qu'on va sur des crues plus ou moins importantes. Toutes ces informations collectées en temps réel permettent de publier 2 bulletins par jour, à destination de la population, mais aussi à l'attention des pouvoirs publics. Lorsqu'on atteint des niveaux de crues importants, la mobilisation des prévisionnistes est très forte, avec une présence 24 heures sur 24, pour pouvoir intégrer les évolutions des cours d'eau les plus rapides. Immédiatement, une cellule de crise se met en place. Le réseau peut alors publier jusqu'à une dizaine de bulletins par jour. Malgré ces énormes progrès, on n'est pourtant pas capable de faire des prévisions à moins de 48 heures. Dans une ville aussi dense que Paris, les premières mesures prises par la préfecture concernent avant tout la circulation automobile. Pour nous, c'est à partir de 3,70 m, les premières fermetures de voies sur berge. À 4,30 m, on arrête la circulation sur la Seine. 4,70 m, 5,20 m, 5,90 m, on ferme d'autres tronçons à la circulation. Selon un plan qui est très clairement défini, on sait exactement à quelle hauteur d'eau il faut fermer telle voie. Il va falloir fermer le périphérique pour permettre aux véhicules de secours, là encore, de se déplacer. On va probablement fermer les ponts de Paris à la circulation. Pour assurer les transports d'urgence, il faut également à tout prix empêcher que l'eau submerge certains axes routiers. La ville utilise pour cela une technologie simple mais extrêmement efficace. Des protections amovibles que l'on appelle des bâtards d'eau, qui s'installent en quelques minutes et sont capables de retenir l'énorme pression de l'eau. Mais la technologie ne fait pas tout. Les renforts humains sont également essentiels. Rien que sur l'agglomération de Paris et la Petite Couronne, on a 8500 sapeurs-pompiers disponibles, prêts à intervenir. On a les forces de police, c'est en gros 23 à 24 000 policiers. Et puis, on a le dispositif Sentinelle, c'est 10 000 militaires en France. Et ces 10 000 militaires basculeraient de la mission Sentinelle à la mission gestion des crues. Mais un autre problème se pose, celui de la gestion des déchets. En 1910, la gestion des déchets a été un petit peu compliquée. On a des cartes postales assez incroyables. On voit des soldats du contingent qui jettent les déchets dans la Seine et les Parisiens regardent. Aujourd'hui, évidemment, ça serait plus possible. Donc là, on est évidemment sur non pas une commune, mais plus de 400 communes qui vont se retrouver à évacuer des volumes absolument colossaux.
On sait qu'on a des usines de traitement qui, à partir d'une certaine hauteur d'eau, pourraient être impactées. Ce qu'on mettrait en place alors, c'est à travers la flotte de camions dont disposent des usines de collecte des déchets, c'est emmener ces déchets sur d'autres usines qui peuvent être à 20, 30 ou 40 km de Paris et qui auront la capacité de traiter les déchets parisiens. Concernant l'électricité, c'est à partir de 6,50 m qu'EDF commence les premières coupures. Grâce à la technologie actuelle, ces mises hors tension sont faciles et très ciblées. Pourtant, en cas de crue similaire à celle de 1910, un quart des foyers parisiens seraient touchés. Des groupes électrogènes seront alors indispensables. Ces groupes électrogènes, ils vont être destinés en priorité aux services de secours, aux hôpitaux, aux maisons de retraite, à tous les endroits qui ont besoin à un moment donné d'électricité, non pas tant pour durer pendant toute la période de la crue, mais simplement pour permettre l'évacuation. Parce que être autonome pendant 48-72 heures en électricité, ça permet de mener à bien une évacuation et de ne pas la faire dans l'urgence. Si un hôpital n'a plus de courant, il ne peut plus fonctionner. À Paris, l'eau monte par le sous-sol. Or, c'est précisément là que se trouve la technologie qui permet à la capitale de fonctionner. Dans ces galeries souterraines, plus de 20 lignes de transport en commun sont entrelacées. Grâce à de nouvelles techniques, des ingénieurs savent aujourd'hui comment les protéger de la montée des eaux. À l'époque de la crue de 1910, le réseau tout récent ne comptait que 5 lignes. Et pourtant, le métro avait été fortement impacté par l'arrivée de la Seine. C'était une époque de développement du réseau, donc il y avait énormément de chantiers en cours. Il y avait une 60aine de kilomètres de réseau qui fonctionnaient et une 20aine de kilomètres qui étaient en cours de construction. Donc ils ont essayé dans les tunnels de faire quelques barrages de fortune, avec des sacs de ciment, des sacs de sable par exemple. Mais la plupart d'entre eux ont cédé et 50% du réseau a été inondé à l'époque. Aujourd'hui, le nombre de lignes a été multiplié par 3 et le réseau compte 320 km. Si les équipements se sont modernisés, ils sont aussi plus sensibles à l'eau. Il n'y avait pas, par exemple, d'information voyageurs, il y avait un éclairage très sommaire et des cadences également beaucoup moindres. Donc la réouverture, finalement, n'a pas pris beaucoup de temps. Il a fallu à peu près 3 à 4 mois pour remettre en service la circulation des trains. Évidemment, c'est quelque chose qui n'est absolument pas transposable aujourd'hui. En clair, une situation similaire tournerait au cauchemar pour les 7 millions de voyageurs qui empruntent le métro chaque jour. Heureusement, la RATP prépare la parade. L'objectif est de venir obturer l'ensemble des ouvertures des points d'entrée d'eau potentiels qui sont situés dans les zones inondables. Et ces points d'entrée d'eau, ça peut être par exemple un escalier, un escalator ou un ascenseur, ou des accès plus techniques comme des grilles de ventilation ou des trappes. Nous en avons identifié plus de 450 situés dans les zones inondables. Afin de stocker le matériel nécessaire pour protéger les 140 km de réseau situés en zone inondable, la RATP a réquisitionné 4 entrepôts en Île-de-France. 250 bétonnières, plus de 50 000 parpaings et 1000 tonnes de mortier ont été achetés. Le tout acheminable en 24 heures en fonction des prévisions de Vigicru. Lorsque la cote de 6 mètres est annoncée, nous prévoyons de déclencher la livraison des matériaux sur les sites situés dans les zones inondables. Lorsqu'une cote est annoncée au-delà de 7 mètres, nous devons engager le montage des premières protections au niveau de nos stations. Pour être opérationnels, les agents RATP sont régulièrement formés et ils participent une fois par an à un exercice d'entraînement. Toutes ces mesures pour empêcher que le réseau soit submergé. Nous savons que si jamais il devait être inondé, il faudrait plusieurs années pour le remettre en état et en tout cas retrouver un niveau d'exploitation nominal. À titre d'exemple, on peut voir que New York, qui a subi une inondation conséquente en 2012, est toujours aujourd'hui en train de faire des travaux de réparation de ces tunnels. La SNCF est confrontée aux mêmes difficultés. Avec une caractéristique supplémentaire, les tunnels du RERC sont mitoyens avec la Seine. Et voici ce qui se passe en cas de crue. L'eau exerce une énorme pression sur les parois. Le RERC, c'est la ligne de RER qui a le plus de gares dans Paris. Elle voit passer chaque jour 540 000 voyageurs. Et ces voyageurs longent la Seine sur toute sa longueur, pratiquement sur toute la traversée de Paris. À chaque crue importante, le RERC est fermé aux utilisateurs, parfois pendant plusieurs semaines. Trafic en partie interrompu sur la ligne C du RER. Et pour ne pas que le tunnel cède sous la pression de l'eau, la SNCF avait jusqu'alors une étonnante pratique.
Jusqu'à il y a 2-3 ans, la stratégie, c'est il faut qu'on inonde le RER quand la Seine monte pour qu'il y ait autant d'eau d'un côté que de l'autre de mes parois de tunnel pour éviter que la paroi risque soit de se déverser, soit que mon tunnel soit soulevé par la pression de l'eau. Ce procédé, que l'on appelle ennoiement, était très efficace. Mais il présentait un gros inconvénient. Les réparations post-crue étaient longues et coûteuses. Depuis 20 ans, la SNCF s'est lancée dans des travaux titanesques. On arrête les trains pendant pratiquement 1 mois et demi à l'été. Et puis, qu'est-ce que l'on fait? On prend notre tunnel et on le cloue dans le sol parisien. Alors avec une technique qui s'appelle le jet grouting. La première étape consiste à percer au travers de la voie. Des trous de 3 mètres de large sur 6 mètres de profondeur. Puis, on y injecte du béton. On pique en fait le sol et tout au fond du sol, on injecte du béton et on remonte et hop là, on a fait une colonne de béton. Et cette colonne se solidarise à l'ouvrage, le rend beaucoup plus costaud. Le jet grouting crée un sol bétonné, ultra résistant, dans lequel s'amarre le tunnel. Grâce à cette technique, plus besoin d'inonder le RERC en cas de crue. Pourtant, l'eau pourrait encore pénétrer dans le tunnel, cette fois par les baies d'aération. Du coup, la SNCF a mis au point un procédé similaire à celui du métro. Et entre 4,50 m et 6 mètres, on est dans la crise. On va commencer à fermer les baies d'aération qui longent le RER côté Seine, et en particulier celles qui sont les plus basses. Les plus basses se trouvent à l'altitude de 5,75 m. Pour ne pas être pris de vitesse, l'opération commence quand les 4,75 m sont atteints. Et la manœuvre est particulièrement technique. On fait appel à une société de prestataires, des alpinistes, qui descendent en rappel avec des plaques métalliques qui sont très lourdes, qui sont encordées et qui viennent visser, river quasiment sur les ouvertures pour les rendre parfaitement étanches. Ces plaques étant construites aux dimensions des baies d'aération, les alpinistes n'ont plus qu'à assembler ce puzzle géant. Mais comme l'eau peut aussi s'infiltrer par le sol, un autre dispositif est prévu, cette fois des pompes à eau. On récupère toute l'eau qui passe son temps à s'infiltrer dans l'ouvrage, on le pompe et on le recrache dans la Seine. Retour à l'envoyeur. On a fait un petit calcul, elles sont en capacité de recracher jusqu'à 10 000 m3 chaque heure dans un phénomène de crue. 10 000 m3, c'est 3 piscines olympiques que l'on rejette dans la Seine toutes les heures. L'ultime action est envisagée quand la Seine dépasse la barre des 7 mètres. Il faut alors empêcher l'eau de pénétrer par les extrémités du tunnel, afin de sauver les équipements électriques. On monte de chaque côté une paroi, qu'on appelle un bâtard d'eau. Si vous considérez le tunnel, on va mettre dans le tunnel un bouchon. Il faut que nous démontions la voie ferrée, qui est en dessous, et la caténaire, qui est au-dessus, pour assurer la fermeture complète. C'est un gros chantier, un chantier qu'on réalise en 24 heures. Toutes ces mesures permettent de limiter les dégâts en cas de crue centenale, et ainsi d'aborder plus sereinement le retour à la normale. Il y a 10 ans, une crue centenale aurait bloqué le RER pour au moins 3 mois après la décrue. Aujourd'hui, avec les investissements que nous avons réalisés, on parie sur 15 jours maximum pour redémarrer toute l'exploitation ferroviaire dans Paris après un phénomène de crue centenale. Mais ces plans d'action pourraient ne pas suffire face à une crue d'une ampleur exceptionnelle. Dès 1910, des projets totalement fous ont été envisagés, à commencer par le détournement de la Seine, pour éviter Paris. La Première Guerre mondiale a stoppé net cette idée. Mais les arches des ponts qui ralentissaient l'écoulement ont été surélevées et les quais de Seine rehaussés. Et pour que le fleuve s'écoule encore plus vite dans Paris, une autre solution a été envisagée. Le lit a été creusé à la sortie de Paris, là aussi pour améliorer la pente, pour accélérer les écoulements et limiter la hauteur d'eau à débit égal. Des toboggans naturels pour permettre à la Seine de s'écouler plus vite en cas de crue. Hélas, cela n'empêche pas Paris d'être à nouveau inondé en 1924. On décide alors de changer d'approche. Les ingénieurs de l'époque se sont dit
Il serait compliqué de mettre à l'abri Paris des inondations par les moyens, on va dire, classiques, digues, etc., et qu'il fallait trouver d'autres solutions. Après la crue de 1924, un programme d'1 milliard de mètres cubes de stockage a été décidé. Entre 1949 et 1990, 4 grands lacs réservoirs sont creusés en amont de la capitale. Avec le même objectif, absorber une partie du débit des fleuves et rivières d'Île-de-France. On a trouvé des cuvettes imperméables, on a construit des digues autour. Et depuis le cours naturel de la Seine, de la Marne et de l'Aube, on a créé ce qu'on appelle un canal d'alimentation qui prélève une partie du débit dans la Seine, qui l'emmène dans cette cuvette, qui la stocke et qui la restitue via un autre ouvrage plus en aval. Ces 4 réservoirs peuvent stocker 830 millions de mètres cubes d'eau, ce qui permettrait, en cas de crue centenale, de faire considérablement baisser le niveau de la Seine à Paris. Les simulations montrent que pour une crue similaire à janvier 1910, si elle se déroule de la même façon à la même période de l'année, au moment où les lacs sont vides, eh bien on peut enlever de l'ordre de 60 à 70 cm sur la ligne d'eau à Paris. Et lors des crues de 2016 et 2018, les réservoirs ont une nouvelle fois prouvé leur efficacité. En janvier 2018, ils ont permis de faire baisser le niveau de la Seine de 70 à 80 cm. Ça a été très important parce que ce gain a permis d'éviter les inondations, notamment du RERC. Il a permis d'éviter des interruptions d'électricité, d'eau potable et d'assainissement. Le secret de ces rétentions d'eau, c'est qu'elles se remplissent en hiver, au gré des précipitations, et conservent leur eau jusqu'en été. Ainsi, elles peuvent réalimenter les fleuves lorsqu'ils sont asséchés. Le problème, c'est qu'avec le changement du climat, l'efficacité des bassins est menacée. En cause, l'existence probable de crues en été. On risque d'avoir des phénomènes de crues qui vont glisser un petit peu dans le temps. À quelques semaines près, les barrages seront pleins, donc ils ne pourront plus jouer leur rôle. L'autre ennui, c'est que la capacité totale de rétention des lacs ne suffira pas en cas de crue très importante. Il est donc prévu de construire un 5e réservoir à la confluence entre la Seine et l'Yonne. Stocker de l'eau ici pourrait ralentir le débit de la Seine afin de laisser passer le flux de l'Yonne. Donc l'objectif du projet, ça serait de créer des casiers, donc en gros des bassines géantes, si vous voyez, qui permettraient par un système de pompage de stocker pour le projet complet de l'ordre de 55 millions de mètres cubes, ce qui compléterait le dispositif de protection actuel en limitant de 40 cm supplémentaires la ligne d'eau à Paris. Ces 40 cm supplémentaires permettraient de rester en dessous du seuil des 7 mètres et de limiter, entre autres, l'inondation des transports en commun parisiens. Au cours du siècle dernier, la vulnérabilité de l'Île-de-France s'est dangereusement accrue. Pourtant, aujourd'hui, malgré une urbanisation galopante, les experts sont plutôt confiants. On est bien préparés, les acteurs sont bien préparés, pris séparément. Et même si on a encore des progrès à faire, on est de mieux en mieux préparés collectivement. Toutes ces mesures seront-elles suffisantes à l'heure du réchauffement climatique ? Car il y a en France un fleuve encore plus menaçant que la Seine. C'est le Rhône. Long de 800 km, il prend sa source en Suisse, dans un glacier. Avec les pentes des Alpes, son débit est particulièrement puissant. Le Rhône est un des fleuves les plus puissants du monde. Légèrement moins puissant que le Nil, mais très puissant. Le débit de la crue centenale du Rhône, c'est 11 500 mètres cubes par seconde. 11 500 mètres cubes, soit l'équivalent de 4 piscines olympiques qui s'écoulent chaque seconde. Une situation particulièrement dangereuse dans le sud de la France, quand le Rhône s'approche de la Méditerranée, car s'y ajoute la spécificité du climat. En milieu méditerranéen, on a essentiellement des crues éclairs qui sont liées donc à des pluies importantes, des orages. Beaucoup d'eau tombe sur des surfaces très restreintes, avec en plus des cours d'eau qui sont très pentus. L'eau monte très vite, mais diminue très vite. C'est un risque majeur parce que les gens risquent d'être emportés par ces crues, donc on a souvent des morts. En 2002, il a plu 600 mm sur les Cévennes en moins de 24 heures et 300 mm en moyenne en fait, sur l'ensemble du département du Gard. C'est considérable. Un tronçon du fleuve est particulièrement exposé. Sa vallée est située juste avant la ville d'Arles
et elle abrite 110 000 personnes. En traversée d'Arles, vous avez en fait le Rhône qui se rétrécit. Il fait 400 mètres de large en amont d'Arles et en traversée d'Arles, en fait, il va se rétrécir à 150 mètres. Comment ça va se traduire en crue? On va avoir une accélération des vitesses, on va avoir les niveaux qui vont augmenter en amont. Et donc ça va provoquer des débordements généralisés entre Beaucaire et Arles, créer des brèches très massives. En clair, c'est un véritable goulet d'étranglement. Et en cas d'inondation grave, des milliers de mètres cubes d'eau débordent sur les berges juste avant Arles. Ce qui arrive en 2002, quand le Gard connaît des chutes de pluie records. Qu'est-ce que vous avez trouvé, madame? Oh non, plus rien. C'est le voisin et la famille qui nous a dit qu'il faut évacuer, la digue elle va lâcher. Ces inondations destructrices font une vingtaine de victimes. Un lourd bilan qui s'explique par un autre facteur. À beaucoup d'endroits, les digues censées protéger les habitants ont rompu. Alors une digue qui n'est pas entretenue, sous la pression de l'eau, elle va céder. Et là, au lieu d'avoir de l'eau qui monte doucement, on va avoir une vague déferlante, à la manière d'un tsunami. Donc si votre digue fait 5 mètres de haut, vous avez une libération brutale en fait, de l'eau avec une vague de 5 mètres. Et c'est elle qui va créer des victimes et l'eau va s'engouffrer avec une vitesse impressionnante. Si les digues ne résistent pas, c'est qu'elles sont anciennes et majoritairement faites en terre. Une digue en terre classique, correctement conçue, ne peut pas supporter un déversement parce que quand vous avez l'eau qui va passer en fait sur la digue, ça va provoquer une érosion qui va se propager depuis le côté terre jusqu'au fleuve. Et voici ce qui arrive quand l'eau franchit ce genre de digue. Elle en érode la partie extérieure, qui finit par s'effondrer. Quand l'eau passe par-dessus, vous avez des vitesses de l'ordre de 4 à 5 mètres par seconde. La terre, ça résiste à des vitesses en fait, de 1 à 2 mètres par seconde. Il a donc fallu fabriquer une construction capable de faire face à cette énorme pression du Rhône. Les ingénieurs optent pour un modèle ultra novateur, très peu utilisé en France. Une digue que les experts appellent résistante à la surverse. On va mettre en fait une carapace, c'est des enrochements, mais qu'on va en fait liaisonner au béton. Et donc, quand le fleuve va passer, en fait, va déborder sur la digue, il va venir se déverser sur cette carapace, et donc la digue va être intacte. Avec cette carapace en béton, les nouvelles digues du Rhône sont calibrées pour résister à une crue millénale. Une crue tellement importante qu'elle n'a qu'une chance sur 1000 de se produire chaque année. L'autre atout de ces digues, c'est qu'elles sont équipées d'un dispositif innovant pour lutter contre l'érosion interne. Il s'agit d'un géotextile qui permet d'éviter l'infiltration de l'eau dans la structure de la digue. Le filtre retient les matériaux et donc laisse passer l'eau. Donc on peut avoir une digue qui localement va fuir, mais les matériaux ne sont pas entraînés. Donc la digue ne va pas se déstructurer et c'est ça qui va empêcher en fait la formation de la brèche. Même si tous ces systèmes à la pointe de l'ingénierie tentent de mieux nous protéger contre les crues, il faut nous rendre à l'évidence. En France, une commune sur deux est exposée au risque inondation. Et le réchauffement climatique menace de faire encore progresser l'étendue de ces zones fragiles. Or, il est techniquement très compliqué de déplacer toutes ces villes. Alors, il faut donc les adapter le plus possible au risque inondation. Le problème, c'est que la majorité des sols sont bétonnés. On va avoir des débordements, soit parce que l'eau va directement dans le fleuve au lieu d'être absorbée par les sols, soit parce que les réseaux d'évacuation de ces eaux pluviales ne sont pas assez importants pour absorber la quantité d'eau. Dans les deux cas, on va avoir des débordements. Certains ingénieurs ont donc développé des revêtements absorbants. Des sols capables à la fois de supporter le poids de véhicules de plusieurs tonnes et d'absorber les eaux de pluie. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces sols absorbants sont eux aussi en béton. Donc je verse de l'eau sur un béton poreux et je verse également de l'eau sur un béton classique.
Le béton classique est un béton qui est étanche. Preuve en est, on réalise des réservoirs d'eau en béton classique, on réalise des réseaux d'assainissement avec des tuyaux qui sont étanches, mais on peut formuler le béton, c'est-à-dire jouer sur la taille des granulats qu'on va utiliser pour créer une structure qui a des pores qui sont connectés entre elles. Donc on va créer un béton à travers lequel l'eau va pouvoir s'infiltrer, va pouvoir passer. Pour la ville, il existe un second modèle de béton que l'on trouve sous la forme de pavés séparés par des écarteurs. Ces écarteurs vont permettre de monter les pavés les uns à côté des autres, mais en s'assurant de créer toujours un joint suffisamment large pour qu'on puisse le remplir d'un matériau qui va lui laisser passer l'eau. Un gravillon qui va permettre à la pluie de passer à travers et donc d'éviter de s'accumuler en surface. Ces pavés à joints larges permettent de créer jusqu'à 10% de surface perméable. Mais une fois que l'eau est absorbée par ce béton, il faut créer un ouvrage supplémentaire pour pouvoir la stocker. On va créer une structure de stockage, par exemple dans la structure de chaussée, pour servir de bassin tampon et réguler les effets de la pluie. C'est-à-dire que la pluie va tomber, s'infiltrer à travers le revêtement pavé et se stocker dans le réservoir qu'on aura créé en dessous, pour ensuite se vidanger à débit contrôlé. Pour éviter que ces réservoirs souterrains affaiblissent la résistance du revêtement, des ingénieurs français ont inventé un système capable à la fois de stocker l'eau et de supporter plusieurs tonnes de pression. Les cylindres Hydrocil. C'est des produits préfabriqués qui sont des cylindres creux qui font 8 cm de haut, 8 cm de diamètre et qui ont des parois de 2 cm d'épaisseur, qui sont mis en œuvre en vrac et qui vont avoir 2 rôles. Le premier, c'est à la fois de stocker l'eau, puisque en utilisant cette technique, on a 60% de vide. Ça veut dire que lorsqu'on met en œuvre 1 mètre cube de cet hydrocil, on peut stocker 600 litres d'eau. Et puis le deuxième intérêt, c'est que on est sur un produit en béton qui a été conçu pour aussi avoir une résistance mécanique équivalente à ce qu'on utilise classiquement lorsqu'on fait des structures de chaussée. Résultat, l'eau qui pénètre dans le sol est absorbée en temps réel, à la vitesse incroyable de 1 mètre par seconde. Ce qui permet d'absorber vraiment très rapidement les événements pluvieux et d'éviter que l'eau ne s'accumule en surface et ne crée une lame d'eau, une flaque, avec tous les risques qu'on peut avoir derrière, par exemple en termes d'aquaplaning pour les usagers de la route. Ces bétons innovants et faciles à installer répondent parfaitement à l'augmentation des précipitations pluvieuses. L'inconvénient, c'est que ces technologies sont encore toutes récentes et donc peu utilisées. Aujourd'hui, on limite plutôt leurs utilisations sur des zones à circulation faible à modérée, des zones 30, des parkings, des allées, des pistes cyclables. Mais on est en train aujourd'hui d'acquérir de la donnée, du retour d'expérience pour pouvoir élargir davantage l'utilisation de ces solutions à des zones de circulation plus intenses. En attendant de retrouver ces bétons révolutionnaires dans les 19 000 communes françaises menacées par les eaux, beaucoup de nouveaux aménagements sont sortis de terre pour limiter les risques. Aujourd'hui, beaucoup de projets urbanistiques visent à désimperméabiliser les surfaces, soit en créant des toitures végétalisées, soit par exemple aujourd'hui on voit beaucoup les lignes de tramway avec du gazon ou de la pelouse sur la ligne. En région parisienne, on a des exemples de placettes qui ont été volontairement aménagées pour être inondables. Donc on sait très bien que pour certains événements pluvieux, elles vont être en eau. On a également d'exemples d'enceintes sportives, des stades, des petites zones de jeu qui sont là aussi inondables. Mais le bouleversement du climat a bien d'autres conséquences que les précipitations et les inondations. Il fait monter le niveau des mers. Et avec ses 6000 km de côte et ses 6 millions d'habitants installés sur le littoral, la France est l'un des pays les plus menacés. En près d'un siècle, ce sont 40% de personnes en plus qui ont choisi de vivre sur nos côtes. La densité y est même devenue supérieure à la moyenne de la France. Le littoral est de plus en plus attractif parce qu'il reste bien sûr très agréable d'y vivre pour des permanents, mais aussi beaucoup pour des résidences secondaires. Et puis aussi beaucoup d'Européens qui, eux, n'ont pas toujours la chance d'avoir le littoral, et en plus un littoral ensoleillé.
Donc tout le monde se rue sur une demande littorale. Le risque le plus important pour ces populations littorales, c'est la submersion marine. Un brusque débordement des mers dans les terres, capable de tout emporter sur son passage. Toujours à cause du réchauffement climatique, les experts pronostiquent l'augmentation de ce phénomène destructeur. La grande alerte en la matière intervient en 2010 et elle s'appelle Xynthia. Dans la nuit du 27 au 28 février, une redoutable tempête s'abat sur l'ouest de l'Europe. On a eu malheureusement la conjonction des multiples facteurs pour cette tempête avec de très forts coefficients de marée. On était autour de 100 en termes de coefficients de marée. Et on avait bien sûr des houles très importantes, des vagues également très importantes. Et on a eu concomitance entre le passage du cœur de la perturbation, les vents les plus forts et les vives eaux. Les énormes vagues de Xynthia causent de nombreuses submersions sur la côte atlantique. L'eau s'infiltre loin dans les terres et les conséquences sont terribles. La commune la plus touchée, c'est la Faute-sur-Mer. Une presqu'île vendéenne enclavée entre l'océan Atlantique et le fleuve le Lay. La mer va monter au-dessus de la côte de la digue, le long de l'estuaire du Lay. Et à ce moment-là, la submersion va être très élevée. C'est-à-dire qu'on est entre minuit et 3 heures du matin. D'un seul coup, c'est sur 450 mètres que ça rentre à l'intérieur du territoire. On a beaucoup d'entrées d'eau avec l'eau qui monte très rapidement. Il fait nuit, l'eau est à 9-10 degrés. En quelques minutes à peine, les vagues s'engouffrent partout dans les maisons. La hauteur d'eau atteint parfois jusqu'à 2 mètres. Les habitants endormis sont pris au piège. On a une tradition vendéenne de la maison basse, donc d'une maison sans étage, qui fait que les gens sont coincés chez eux, ils n'ont pas la possibilité de sortir. Les volets roulants ne fonctionnent plus, donc on ne peut même plus actionner les volets roulants pour pouvoir ouvrir les fenêtres. Moi, mon arrière-grand-mère, elle disait toujours « Ne fermez jamais tous les volets, c'est toujours un volet ouvert à l'arrière ». Et effectivement, pour Cynthia, j'avais laissé le volet arrière de la chambre arrière ouverte. Et donc, je me suis fait réveiller à 3h30 comme tout le monde avec l'eau. C'était une rare violence, en fait. Et on est effectivement sortis, bien content d'avoir laissé le volet ouvert. Bon, tant qu'on n'a pas vécu, on ne sait pas ce que c'est que de l'eau qui arrive, de l'eau très froide, être dans le noir, perdre ses repères, avoir ses enfants qui sont en train d'essayer de nager au milieu du lit, etc. C'est compliqué. Au petit matin, les secours s'organisent pour retrouver les premières victimes. Le bilan est très lourd. 29 morts, rien qu'à la Faute-sur-Mer. Mais après la tempête, c'est une autre urgence. Il faut impérativement rehausser la digue qui a été submergée. On a choisi de prendre une cote qui est 5,10 m, qui correspond, entre guillemets, à un événement Xynthia en 2100, en prenant en compte l'augmentation du niveau de la mer, de façon à se préparer au moins sur une durée assez longue et de ne pas trop rehausser quand même les ouvrages, parce qu'une digue, ça a une durée de vie, entre guillemets, tous les 25 ans. Dans 25 ans, la connaissance qu'on aura sur l'évolution climatique, sur l'augmentation du niveau de la mer, fait qu'on réinterviendra sur ces ouvrages et on réinterviendra peut-être pour les remonter de 10 cm, mais peut-être de 50 cm. Juste en face de la Faute-sur-Mer, l'île de Ré a également été frappée par Xynthia. En grande partie submergée par les eaux, l'île a été également coupée en deux. En cause, la rupture d'une digue censée protéger la partie sud des terres. Quand arrive Cynthia, elle tape sur une digue qui est en mauvais état. Donc derrière, la digue est coupée. Pour éviter que cela ne se reproduise, on construit une nouvelle digue dotée de toutes les dernières technologies de lutte contre la mer. 4 ans de travaux et 10 000 mètres cubes de béton sont nécessaires pour réaliser ce mastodonte. Sa particularité, une forme moderne de chasse-mer censée repousser les vagues les plus dangereuses. Si vous mettez une digue droite, elle va frapper, elle va passer. Si vous faites un retour de vague, la vague va un peu s'enrouler. Elle s'enroule et du coup, elle repart aussitôt dans l'océan. Et pour les vagues les plus hautes, qui réussiraient quand même à passer par-dessus, un système est installé. L'eau est récupérée derrière la digue et presque instantanément renvoyée à la mer.
Dans le sud de l'île, la tâche est plus complexe. Il faut réussir à protéger la ville de la flotte en raie. C'est dans ce port historiquement bas que l'on déplore les 2 victimes retrouvées mortes après le passage de Xintia. Quand vous avez un port en contrebas de la mer, si jamais la mer passe, ce qui est arrivé avec Xintia, la mer s'engouffre à une vitesse phénoménale, rentre dans les rues. En plus, comme ce sont des rues avec de l'enrobé ou du pavage, etc., elle s'accélère. Donc le principe a été de dire, c'est au niveau de l'entrée du port qu'il faut défendre. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut quand même que les bateaux, c'est un port, rentrent. Donc le principe était de dire, on va faire une porte coulissante. L'énorme porte coulissante de la flotte est unique en France. 7 mètres de haut pour 14 mètres de long, avec un poids de 45 tonnes. Ce colosse est calibré pour arrêter des vagues de la hauteur de Xintia, amplifiées par la montée des eaux. Tout l'intérêt, c'est ce côté coulissant. C'est-à-dire que c'est un port qui est quand même extrêmement vaseux. Le côté coulissant évite, si vous voulez, des portes à battants qui auraient pu avoir des difficultés à se mettre en place. Là, on peut fermer très rapidement la moindre alerte. Une fois par mois, un test est justement organisé pour éviter l'envasement. On vérifie que la fermeture s'effectuera correctement en cas de nouvelle submersion. Toutes les vannes sont fermées, on va pouvoir lancer l'ouverture de la porte. C'est parti. Le problème, c'est que cette porte est alimentée électriquement. Donc en cas de panne électrique, on peut commander la porte avec un groupe électrogène et vraiment en cas de désastre et de panne de ce groupe électrogène, on peut manœuvrer la porte à l'aide de cabestans et d'un groupe hydraulique et fermer donc la porte manuellement à l'aide de bouts et de cordes qui vont s'enrouler autour des cabestans de l'autre côté de la porte. Presque 10 ans après l'avertissement de Xintia, la côte atlantique a choisi d'élever des digues toujours plus hautes, toujours plus puissantes, pour protéger ses habitants. Mais cela sera-t-il suffisant? Une fois qu'on sait qu'un territoire est à risque, il y a 2 solutions. Soit on quitte le territoire, on va habiter ailleurs, soit on reste sur le territoire et on s'y prépare. La décision qui a été prise, c'est de défendre. Le repli stratégique de 18 000 permanents dans une île est impossible. Si vous reculez dans une île, a priori, vous finissez à la mer. Donc on n'a pas de zone de repli. La génération qui arrivera derrière, la génération 2030-2040, donc nos enfants certainement, pourront prendre une seconde décision. Est-ce qu'à ce moment-là, le réchauffement climatique sera tel que c'est plus défendable? Le risque zéro n'existe pas. Et puis Xintia, c'est peut-être rien par rapport à un autre événement climatique qui pourrait être bien supérieur. Alors que certains commencent à imaginer un changement de stratégie, la majorité continue de faire le choix de se battre contre la mer. Et les ingénieurs rivalisent d'imagination avec des digues d'un genre nouveau, aux performances décuplées. Nous sommes allés les rencontrer dans le nord de la France, à Calais pour être précis. Le premier port français de voyageurs prévoit que son trafic augmente de 40% d'ici 2030. Il faut donc agrandir pour accueillir tous ces nouveaux passagers. Il faut créer un nouveau bassin. Ce bassin, il faut le protéger des houles et des tempêtes. Calais est exposé aux houles à la fois venant du nord et de l'ouest, d'où la nécessité de créer une digue. Donc une digue de plus de 3 km de long qui viendra enserrer le nouveau bassin, donc gagner du terrain sur la mer. Pour cela, la solution choisie s'appuie sur une technologie de pointe utilisée dans le monde entier. Un barrage d'énormes blocs en forme de X, justement appelé X-block. Donc le but, c'est de faire exactement l'inverse d'un mur, c'est-à-dire de faire une surface la moins lisse possible et la plus hétérogène possible, avec des creux, des bosses, de manière à ce que la houle vienne se casser dessus et la vague vient mourir en fait contre l'X-block, alors que si elle se heurtait à une surface lisse, au contraire, ça lui servirait de rampe et elle pourrait passer par-dessus la ligne. D'où le fait que les X-blocs ont cette forme un peu particulière, avec des nez, des oreilles, et qu'on essaie de les poser de manière à constituer la surface la moins régulière possible. Une fois déposés, les X-blocs laissent des espaces dans lesquels l'eau s'infiltre et dissipe son énergie. La future digue doit s'étendre sur 3 km de long. Pour assurer les besoins de ce chantier hors norme, l'usine de fabrication a carrément été implantée sur le site. Nous avons besoin sur le chantier d'à peu près 15 500 X-blocs, d'une gamme qui va de 10 à 30 tonnes, c'est-à-dire de 4 à 12 mètres cubes. Et nous avons fait le choix de les fabriquer dans une usine quasiment intégralement automatisée
et qui permet de sortir à peu près 40 blocs de 4 mètres cubes par jour et une trentaine de blocs de taille plus grande. Pour transporter ce genre de masse, les camions sont équipés de châssis spéciaux. Quant à la pose, elle est réglée au millimètre, tandis que le chauffeur est assisté par ordinateur. Sa pelle est munie d'une caméra acoustique donc, qui lui permet de voir les blocs, y compris sous l'eau. Ça lui donne une image qui ressemble à une image d'échographie. Donc il lui permet déjà de voir le bloc et de voir le bloc dans son environnement pour pouvoir le poser. Et le bloc lui-même est instrumenté. Avec le guidage du GPS, tous ces points, c'est des points de réception qui ont été faits sur les blocs qui ont été posés, pour voir s'ils sont à la bonne cote. Ce n'est pas fait au pif. Il y a un capteur qui est une espèce de gyroscope et de GPS, c'est-à-dire qu'il donne au chauffeur la position du bloc et son orientation dans l'espace. Et il a devant lui le plan de pose, et quand le bloc arrive à la bonne position, le bloc passe du rouge au vert. Grâce à ce plan de pose minutieux, les X-Blocs constituent une sorte de jeu Tetris géant. Résultat, même en cas de tempête, rien ne peut bouger. Ceux qui sont posés au fond de la mer, le plus au pied du talus, sont tous posés dans la même direction. Mais à partir de la deuxième couche au-dessus, au contraire, ils doivent être posés volontairement de manière totalement désorientée les uns par rapport aux autres. Et chacun doit, pour sa stabilité, toucher 3 voisins, de manière à ce qu'ils se bloquent les uns les autres. La nouvelle digue de Calais est ainsi conçue pour résister à une houle centenale. Sa hauteur prend même en compte l'élévation du niveau de la mer. Calais a ses redoutables X-Blocs. La côte atlantique, ses immenses digues en chasse-mer. Partout en France, on se prépare. Car les estimations des scientifiques sur la montée du niveau des océans font froid dans le dos. Depuis une vingtaine d'années, ces spécialistes développent, grâce aux satellites, une technique qui permet de surveiller les mers de façon toujours plus précise. Le principe est simple. On embarque à bord d'un satellite un émetteur radar. Cet émetteur radar émet une onde qui va venir se réfléchir sur la surface de la mer. On calcule le temps que cette onde met pour faire le trajet aller-retour entre le radar et la surface de la mer. Ceci nous donne la distance entre le satellite et la surface de la mer. Grâce à cette expérience et à ces connaissances accumulées, il n'y a plus de doute. L'eau monte de plus en plus vite. Ces satellites nous indiquent depuis les années 90 une hausse du niveau de la mer de l'ordre de 3 à 3,5 mm par an. C'est à peu près 2 fois plus rapide que ce que l'on a observé sur le XXe siècle. Rien qu'en France, le niveau des océans s'est élevé d'environ 20 cm au cours du siècle dernier, contre 6 cm en moyenne lors des siècles précédents. Et la situation risque encore d'empirer. Selon le scénario le plus optimiste, on aura une augmentation du niveau de la mer en 2100 de l'ordre de 30 cm. Et pour le scénario avec les plus fortes émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation atteindra probablement autour d'1 mètre. Cela signifie qu'en France, dans les années à venir, toutes les terres situées à moins d'1 mètre des mers et des océans pourraient bien être submergées. Une véritable catastrophe pour nos côtes, qui sont déjà bien malmenées. Elles sont en effet victimes d'un autre phénomène naturel tout aussi dévastateur, l'érosion. Les vagues qui frappent la côte prélèvent petit à petit du sable en se retirant. C'est ce sable qui vient à manquer et fait disparaître les plages. Donc quand on était en période froide, il y a 18 000 ans, les fleuves transportaient beaucoup plus de sable ou de gravier à la côte. Et ça n'est plus le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on vit avec un stock qui n'est plus alimenté. Donc ça se traduit de 2 manières, par un recul du trait de côte. Et la deuxième manière, c'est qu'il y a un abaissement généralisé des plages. Voilà comment se traduit cette érosion. Et en moyenne, elle est de l'ordre de 1 à 3 mètres de recul par an, pris sur plusieurs décennies. Et on a fait des projections dans le futur, à 2025 et à 2050, pour voir où se situerait ce trait de côte. En Aquitaine, le trait de côte pourrait ainsi reculer par endroits de 50 mètres. Si le phénomène touche déjà un quart du littoral français, c'est bien cette côte atlantique et ses 230 km de plage de sable fin qui est la plus exposée. Des prévisions particulièrement pessimistes à cause des effets du réchauffement climatique.
Les modèles indiquent que l'érosion va augmenter du fait de la hausse du niveau de la mer, car les vagues vont atteindre des niveaux plus élevés sur les plages et sur les falaises, et donc vont pouvoir éroder des zones des falaises et des plages qui n'étaient jusqu'à maintenant pas érodées. Pour ne rien arranger, les tempêtes plus violentes vont elles aussi avoir un impact sur l'érosion. L'énergie due au houle, qui se traduit par un déferlement des vagues sur la côte, est de plus en plus proche de la côte. Et donc l'impact mécanique des vagues, étant de plus en plus proche de la côte, retire de plus en plus de matériaux, de sédiments, de sable ici, depuis les plages vers le large. Depuis une vingtaine d'années, les spécialistes de la côte aquitaine surveillent attentivement l'avancée du phénomène. Et lors de l'hiver 2013-2014, ce qu'ils observent dépasse leurs pires prévisions. Pendant presque 3 mois, des tempêtes d'une violence inouïe se succèdent sur la côte. L'ensemble du littoral perd entre 5 et 10 mètres de plage. Mais ce sont les villes balnéaires comme Lacanau ou Soulac-sur-Mer qui sont les plus touchées. Là-bas, le recul atteint jusqu'à 40 mètres. Certaines de ces tempêtes avaient une amplitude qui était relativement importante en termes d'énergie des vagues. Et en plus, certaines se sont produites évidemment pendant des périodes de fort coefficient de marée. Et ça a généré des érosions qui étaient très fortes. À Lacanau, c'est l'avenir même de la station qui est en jeu. Après avoir connu un fort développement urbain et touristique dans les années 60-70, elle a désormais perdu presque toute sa plage. Aujourd'hui, à marée haute, il arrive parfois l'été qu'on ait l'eau dans les cailloux. Mais c'est vrai que gamin, il fallait faire à marée basse 250 mètres à pied pour aller à l'eau. C'est pas nouveau, ça fait des dizaines d'années que ça dure. Après, la prise de conscience, elle a été collective à partir des tempêtes de 2014, puisqu'on a eu plus de 20 à 25 mètres de recul sur un seul hiver. Mais alors, comment faire face? Est-il encore possible de recréer une plage? En tout cas, une ville en France a réussi. 7, sur la côte méditerranéenne. La plage du Lido de Thau, une bande de sable de 12 km enserrée entre la Méditerranée et l'étang de Thau, est elle aussi victime de l'érosion. En moyenne, on perdait 1 mètre par an de largeur de plage, avec, dans les endroits les plus critiques, les plus proches de la ville de Sète, des pointes à 3 mètres de perte de plage par an. Donc vous imaginez, en 10 ans, on perd 30 mètres, en 20 ans, on a perdu la plage, quoi. Il n'y a plus rien. Avec les 20 dernières années, la plage est passée de 60 mètres de profondeur à pratiquement plus rien, de 3 à 4 mètres à peu près. Ici, ce qui a aggravé l'érosion, c'est la présence d'une route, initialement construite en retrait du littoral. Mais à cause de la montée des eaux, la bande de bitume s'est retrouvée à quelques mètres de la mer, devenant ainsi un véritable obstacle pour les vagues. Car alors, elle n'était plus amortie par la plage. Quand la plage est suffisamment large, petit à petit, la vague vient s'étaler en perdant de son énergie sur la plage, parce qu'elle a de la place, et c'est la plage qui joue ce rôle d'atténuateur naturel de la houle. Là, ce que faisait la route, c'est que la route ne permettait pas à l'énergie de la vague de se dissiper, la vague repartait avec toute son énergie, et en même temps, elle creusait. Et elle emmenait du sable avec elle. En 2011, face au risque de disparition complète de la plage, toutes les communes avoisinantes se réunissent. Elles lancent la plus grande opération de sauvegarde en Méditerranée. La grande rupture, ça a été de dire, la mer gagne, la mer monte, il faut lui laisser de la place. C'est pas la peine de vouloir construire des digues, de vouloir construire des remparts contre la mer. C'est peine perdue. Elle gagnera de toute façon. Donc, laissons-lui la place. Et donc, on se recule. Et on a reculé de 100 mètres, une route, et toutes les installations avec. Donc le principe, il était tout d'abord de reconstituer une plage, redonner 60 mètres minimum de plage pour que les tempêtes puissent venir mourir sur la plage. Pour cela, il fallait déplacer la route contre la voie ferrée, ce qui a été fait. Ces 100 mètres gagnés libèrent de l'espace pour la formation d'une dune. Celle-ci constituera une réserve pour les vagues qui pourront y prendre et y rapporter du sable sans éroder la plage.
Et pour la renforcer, on plante des piquets en bois qu'on appelle ganivelles. Les ganivelles, on les a disposées en casier, donc c'est des rangées longitudinales sur 12 km, et des refends transversaux qui font des casiers. Et le sable est venu naturellement s'emprisonner dans ces casiers. Alors que quand on a mis les ganivelles ça fait 1,20 m, 1,50 m de haut. Aujourd'hui, les ganivelles, elles sont sous le sable. Derniers éléments de stabilisation de la dune, on ajoute aussi des végétaux. L'Oya, le chien-dent des sables, sont des plantes qui ont la particularité d'avoir un système racinaire qui est très prolixe, très profond et qui se diffuse beaucoup. Et c'est ce système racinaire qui vient fixer le sable. Mais les ingénieurs ont un problème. Sur toute une portion du Lido, impossible de reculer la route coincée par la voie ferrée. Ils utilisent alors un dispositif invisible depuis la plage. L'atténuateur de houle est redoutable pour réduire la force des vagues et donc en finir avec l'érosion. C'est en fait un système de digue totalement immergé, mais au lieu d'être une digue en enrochement, c'est une digue en sable. Alors évidemment, le sable, il est contenu dans une grosse chaussette en géotextile. Et cette digue-là, elle est immergée à 4,50 m de profondeur, à 350 mètres au large. C'est une distance qui n'a pas été calculée au hasard. Elle a été déterminée pour faire en sorte que les vagues les plus impactantes se cassent à cet endroit-là avant d'arriver sur la plage. Ces systèmes immergés ont deux avantages. Ils cassent les vagues les plus fortes et ils empêchent le sable de repartir au large. Les effets ne se font pas attendre. En l'espace de quelques mois, on a commencé à regagner de la plage. Et aujourd'hui, on a gagné 15 mètres de plage. Ce qui est beaucoup. C'est énorme. Avant, on perdait 3 mètres de plage. Là, en 3 ans, on en a gagné 5. On va plus vite, on gagne plus que l'érosion naturelle. En trouvant une solution adaptée à son territoire, le Lido de Thau a pris un peu d'avance sur la montée des eaux. Contre la mer, je ne pense pas qu'on puisse lutter. Je pense qu'il vaut mieux essayer de s'adapter, de travailler avec elle, de comprendre son mode de fonctionnement, plutôt que de faire comme il se faisait par le passé, des enrochements pour protéger la route. Il a été plus sage de la reculer et au contraire de laisser les vagues venir mourir gentiment sur la grève de Seine. On ne peut pas lutter contre les phénomènes naturels. L'érosion, la mer est plus forte que nous. L'érosion va continuer. L'élévation du niveau des mers, le réchauffement climatique, il est là, il est enclenché, on ne pourra pas empêcher l'érosion de reprendre le cours des choses. On a simplement gagné du temps. Ce qui est déjà pas si mal. À l'échelle des hommes, gagner 20 ans, c'est énorme. Si à 7, on estime avoir gagné 20 ans, si les digues de Calais sont prévues pour durer 100 ans, d'autres spécialistes pensent qu'il est indispensable de se tourner vers des solutions plus durables. Et les ingénieurs de cette société bretonne ont peut-être trouvé la solution. Depuis 6 ans, ils développent des modèles de maisons flottantes. Pour répondre au réchauffement climatique, elles sont dotées d'un système d'amarrage qui leur permet de s'adapter aux variations des fleuves et des rivières. Le système d'amarrage, c'est 2 bras en acier galvanisé, fixés d'une part à la maison et d'une part sur la terre. Et en cas de crue, en cas d'inondation, de tempête, etc., l'eau va monter et la maison va s'élever en même temps que l'eau. Et les bracons, donc les 2 bras qui maintiennent la maison, vont également suivre le niveau de l'eau et donc maintenir la maison même en cas d'inondation. Dans le futur, l'eau gagnera partout du terrain et les endroits jusqu'alors épargnés seront à leur tour envahis. Pour ces nouvelles zones à risque, les ingénieurs ont développé un autre concept, cette fois totalement inédit en France, une maison qui devient flottante à la demande. C'est des maisons qui sont posées sur le sol, comme toute maison traditionnelle, terrestre. Si un jour l'eau arrive sur ce terrain, la maison va pouvoir s'élever car elle est munie de flotteurs. La seule différence avec une maison flottante traditionnelle, c'est qu'on entoure les flotteurs d'une cage métallique pour éviter
que les flotteurs s'écrasent sur le sol avec le poids de la maison. Pour l'instant, la législation française interdit d'installer des maisons flottantes dans les zones inondables. Mais dans un monde où les inondations seront fréquentes, l'habitat flottant sera peut-être la solution de demain. D'ailleurs, d'autres pays s'y sont déjà préparés. On le voit dans les pays du nord de l'Europe. Au lieu de protéger le territoire et de créer des digues et des barrières contre la nature, ils ont laissé entrer la nature sur leur territoire. Et donc, ce n'est pas le territoire qui a dû s'adapter à l'homme, mais c'est l'homme qui s'est adapté à son territoire. Face au réchauffement climatique, les hommes résistent ou s'adaptent quand ils le peuvent ou quand ils n'ont plus le choix. Dans cette course contre la montre, les connaissances des chercheurs et le savoir-faire des ingénieurs français permettent de gagner un temps précieux. Des batards d'eau totalement étanches, des murs en forme de chasse-mer, des digues résistantes à la surverse et des X-blocs géants forment un arsenal de technologies efficaces destinées à protéger les Français. Mais cela suffira-t-il ? Car même si nous réussissons à réduire les émissions de gaz à effet de serre, le niveau des mers continuera à monter pendant encore plusieurs siècles.